Pas capté. Encore plus obscur. Dans du sud ou du nord? Enfin, du village. Il y a un gars qui veut et Lui, il y a des dates. Oui, mais tu peux. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là ce soir. Donc, on voudrait d'abord remercier Madame la Directrice, vous qui êtes présents, cher public, et les invités, M. Avellal et M. Bizel. C'est un honneur d'ouvrir ce colloque consacré au dialogue euro-méditerranéen. 30 ans après la déclaration de Barcelone, 30 ans au cours desquels les équilibres régionaux ont évolué, les priorités se sont transformées, et certaines initiatives ont marqué des tournants décisifs dans la manière d'engager la coopération entre les deux régions. Certaines d'entre elles, portées avec force au tournant de 2008, ont rappelé combien certains États européens ont joué un rôle moteur dans la structuration de ce partenariat et dans la volonté de lui donner un nouvel élan politique. Depuis, les défis n'ont cessé de se multiplier. Le bassin méditerranéen est aujourd'hui l'un des espaces les plus exposés aux tensions géopolitiques, aux pressions énergétiques, aux recompositions diplomatiques et aux vulnérabilités économiques. Les menaces se sont diversifiées, parfois superposées, et elles rendent la coopération non seulement souhaitable, mais indispensable. Aucun acteur, aucune institution, aucun pays ne peut désormais prétendre répondre seul à l'ensemble de ces enjeux. Et parmi ces défis, il en est un qui domine tous les autres par son ampleur et par sa rapidité, le dérèglement climatique. La Méditerranée se réchauffe plus vite que la moyenne mondiale. Les épisodes de sécheresse s'intensifient, les ressources hydriques se raréfient, les écosystèmes s'effondrent, et les pressions sur les populations comme sur les infrastructures deviennent de plus en plus fortes. Cette réalité n'est plus une projection. Elle est là, visible, mesurable, et elle conditionne l'avenir de toute la région. Elle impose une réflexion stratégique, mais aussi une coordination beaucoup plus étroite entre les deux régions. Dans ce contexte, certains acteurs institutionnels ont récemment cherché à redonner une cohérence d'ensemble à la politique méditerranéenne, en proposant de nouvelles orientations, de nouveaux cadres et une vision plus structurée de ce que pourrait être un partenariat renouvelé. D'autres, par leur histoire, leur position géographique ou leur capacité d'initiative, continuent d'occuper une place singulière dans ce dialogue, une place qui façonne encore aujourd'hui les équilibres et les attentes de part et d'autre de la mer. Ces évolutions nous invitent à revisiter ce partenariat sous plusieurs angles. Celui de son héritage, celui des responsabilités qui se redéfinissent et celui des perceptions qui se transforment au fil des crises et des recompositions régionales. Elles nous conduisent à réfléchir à la manière dont les priorités se hiérarchisent
dont les initiatives se coordonnent et dont les différentes voies institutionnelles, diplomatiques et nationales s'articulent pour donner un sens à ce projet commun. C'est précisément l'ambition de notre table ronde. Éclairer ces dynamiques sans les figer, comprendre les trajectoires sans les opposer, et mettre en perspective les visions qui coexistent autour de la Méditerranée. Les échanges de ce soir nourriront un rapport fidèle à la diversité des points de vue exprimés, un rapport qui cherchera à clarifier les convergences, les préoccupations et les leviers d'action pour renforcer la coopération euro-méditerranéenne. Je remercie nos invités, M. Amellal et M. Wiesel, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, notamment l'administration Lillerie, ainsi que Mme Palay qui est ici présente, et Alexandre Brungen, ancien Illérien, et qui est l'étudiant à l'origine des dialogues euro-méditerranéens. 30 ans après Barcelone, il est temps de renouveler le dialogue avec lucidité, ambition et un sens aigu des responsabilités partagées. Je vais maintenant laisser la parole à Maximilien qui va se faire le plaisir de présenter nos invités. Bonsoir à toutes et à tous, et merci Adrien pour ton introduction qui nous montre à la fois la vitalité de cet espace méditerranéen et en même temps sa fragilité devant les défis géopolitiques et climatiques qui sont les nôtres. Pour adresser ces thématiques, nous avons l'honneur d'accueillir des invités de prestige. M. Amellal, ambassadeur pour la Méditerranée de 2020 à 2025, vous avez coordonné l'action de la France auprès de ses partenaires méditerranéens au niveau diplomatique, économique, mais aussi culturel. Vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris, mais aussi écrivain. Vous avez notamment publié Les dernières heures avant l'aurore, qui reflète ce lien si particulier qu'entretiennent les populations françaises et algériennes, un lien qui est un élément clé pour comprendre l'investissement de la France dans le pacte euro-méditerranéen. J'espère que vous aurez le temps d'aborder ce thème ce soir. Monsieur Wiesel, rapporteur politique de la Commission européenne en France, vous êtes diplômé de Sciences Po, vous donnez fréquemment des cours, et vous êtes récemment diplômé de l'Executive Master de l'École Polytechnique. Vous avez travaillé pour la Commission européenne dans les délégations de l'Union européenne auprès de la Serbie et de la Bosnie, avant de représenter la Banque européenne d'investissement de 2022 à 2025 auprès de ses pays partenaires. Vous avez également participé à l'organisation des partenariats économiques entre Bruxelles et Rabat, puisque de 2011 à 2015, vous étiez à la délégation de l'Union européenne auprès du Maroc. Également pays clé dans ces relations euro-méditerranéennes. Merci infiniment à vous deux. Vous êtes rendus disponibles pour cet événement, d'accepter de partager vos connaissances, vos pensées, vos idées auprès d'étudiants. Et avant de laisser la parole à Alexandre, j'aimerais sincèrement remercier Lillerie qui nous accueille aujourd'hui dans ces locaux à Courbevoie, ainsi que tous les organisateurs de cet événement. Merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup Adrien et Maximilien pour ces mots qui résument parfaitement à la fois l'esprit des dialogues euro-méditerranéens, qui est donc à l'initiative de ce colloque, mais également l'esprit de nos deux associations. Pour commencer, dans le premier temps de ce colloque, nous allons nous intéresser au passé des relations euro-méditerranéennes. Au final, pour se demander quelles leçons tirer de ces premières expériences. Alors, M. Amellal et M. Wiesel, que je remercie sincèrement d'être ici présents. Ma première question pour vous est liée donc à ce passé. Le nouveau pacte pour la Méditerranée s'inscrit dans une histoire qui est véritablement longue, 30 ans, avec le processus de Barcelone, la politique européenne de voisinage, puis l'Union pour la Méditerranée en 2008. Selon vos perspectives, qui peuvent être différentes, quelles ont été les forces, mais aussi les faiblesses de ces cadres successifs de coopération ? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à Lillerie. Ravi d'être ici sur ce nouveau campus que vous avez inauguré, je crois, pas très longtemps. Peut-être quelques mots rapides avant de répondre à votre question le plus précisément possible. Pour vous dire que j'ai effectivement eu le plaisir et l'honneur de représenter notre pays, de représenter la France pendant 5 ans, 2020 à 2025, au sein des institutions multilatérales qui représentent un cadre, en quelque sorte, de partenariat euro-méditerranéen, avec ses réussites et avec, malheureusement, plutôt tendance à l'emporter, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler,
parler, ses insuccès, ou plutôt ses infortunes, plus exactement. Et j'ai quitté ces fonctions il y a quelques mois maintenant, pour faire tout à fait autre chose. Et donc, je précise que je m'exprime maintenant à titre strictement personnel, que ça n'engage en aucune manière les institutions, la position officielle de la France. Je n'aurais sans doute pas dit tout à fait la même chose sur le partenariat euro-méditerranéen si vous m'aviez invité il y a quelques mois. Mais ma parole étant de nouveau libre, je dirais pleinement et de façon très franche et sincère ce que je pense et les leçons que j'ai tirées de tout ça. Alors vous l'avez dit, c'est une relativement longue histoire, le partenariat euro-méditerranéen. C'est drôle parce que quand on se retourne aujourd'hui un petit peu en arrière, vers ces années 90, que vous n'avez de fait pas connues, mais que nous avons un peu connues, moi peut-être un peu plus que toi, Nicolas, la première réaction qui surgit, c'est le sentiment d'un immense gâchis. Parce que la situation aujourd'hui, quand on fait le tour de la Méditerranée, à la fois pays par pays, sur le plan global, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique naturellement, bref, sur tous les plans, on a le sentiment d'un immense, non pas retour en arrière précisément, mais d'une dégradation, voire d'une déliquescence absolument stupéfiante. Rappelons-nous avant tout de ce qu'était la situation dans les années 90 et de ce qui a conduit un certain nombre de personnes, en l'occurrence, puisque ça remonte au processus dit de Barcelone, les ministres des Affaires étrangères des pays euro-méditerranéens qui se sont réunis à Barcelone à l'époque, 1995, la situation était celle, vous avez peut-être lu Fukuyama à un moment ou à un autre, était un peu celle-ci. C'est-à-dire une impression générale que, pas forcément de fin de l'histoire, mais enfin, que l'histoire était à un tournant et que la situation globale du monde ne pouvait qu'aller de mieux en mieux. Le bloc soviétique s'était effondré, la guerre froide était finie, on assistait à une multipolarisation du monde, c'était les heures glorieuses de la globalisation, de la mondialisation, certains parlaient même de mondialisation heureuse. La démocratie, comme l'explique Fukuyama, et c'est un peu le sens de sa thèse, complètement le sens de sa thèse, était en train de se répandre un peu partout dans le monde, et la paix elle-même, vieux rêve de l'humanité depuis fort longtemps, en tout cas depuis les institutions multilatérales des Nations Unies en premier lieu ont été mises en place en 1945, un vieux rêve qui animait à peu près tout le monde à ce moment-là. La paix était en train de gagner du terrain dans le lieu même où elle était jusque-là le plus en danger ou le plus menacée, c'est-à-dire au Proche-Orient et entre Israël et la Palestine. Puisque c'était le temps, et c'est extrêmement important, le temps concomitant des accords d'Oslo. Le partenariat euro-méditerranéen, le processus de Barcelone, a vu le jour, non seulement dans ce cadre général, ce contexte général de démocratisation rampante, galopante, en tout cas ayant tendance à se généraliser, dans ce contexte très favorable sur un plan économique de naissance, de renforcement de la globalisation, et puis à l'échelle de la Méditerranée, à une période très irénique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que la paix était à portée de main. Accord de Washington et processus d'Oslo qui se mettait en place avec beaucoup de vers qui étaient déjà dans le fruit et qui ont fini par ronger le fruit au fur et à mesure, mais enfin on était en tout cas à une période tout à fait favorable. Et donc le partenariat euro-méditerranéen s'inscrit dans ce schéma-là de paix, de sécurité, d'aspiration à la sécurité, d'espoir de prospérité. Ce sont d'ailleurs les piliers du partenariat euro-méditerranéen: paix, prospérité, stabilité, sécurité. Et donc, ces années 90 ont vu naître ou renaître une vieille idée
consistant à se regrouper pour affronter des défis communs et essayer de matérialiser une série d'espérances. Le temps a passé, je ne vais pas énumérer, peut-être qu'on y reviendra, l'ensemble des crises qui ont conduit à la situation que nous connaissons et au tableau que je décrivais en commençant, c'est-à-dire un tableau qui est apocalyptique, il ne faut pas exagérer, mais enfin en tout cas une impression que jamais la situation n'a été mal. Et c'est vrai que depuis 1995, depuis la naissance du partenariat euro-méditerranéen, jamais la situation n'a été pire sur l'ensemble des plans qui ont été soulignés par vous autres en introduction, à commencer par le dérèglement climatique, mais enfin, évidemment, d'abord sur le plan géopolitique, à fortiori en ce moment, sur le plan économique, l'asymétrie entre le nord et le sud est plus importante que jamais, crise démographique et surtout crise migratoire, etc., etc., etc. Donc un empilement de crises. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il reste du partenariat euro-méditerranéen, ce sont ces vieilles idées de 1995 qui, il faut bien le dire, ont eu tendance à s'émousser très sérieusement depuis lors. Alors, je ne vais pas empiéter sur le reste de la discussion, mais ce qu'il reste aujourd'hui du partenariat euro-méditerranéen, vous avez parlé du pacte pour la Méditerranée, on va en parler plus en détail, ce sont surtout des aspirations qui résonnent de façon assez creuse, même si il y a des outils qui existent. L'Union pour la Méditerranée en est un, le pacte pour la Méditerranée en est un autre, il y a aussi la Fondation Amérique, il y a d'autres outils multilatéraux qui ont essayé de donner cher au partenariat méditerranéen. Mais enfin, ces outils, c'est le moins qu'on puisse dire, ne fonctionnent pas très bien, voire même tournent à vide. Et donc ce qu'il reste, ce sont ces idéaux des années 90, ces idéaux de 1995, avec une situation qui est en décalage complet avec ce qu'était non pas le monde, un peu le monde, mais surtout la Méditerranée dans les années 90. Et donc, effectivement, et puis j'en arrêterai là, nous avons absolument besoin de réinventer le partenariat euro-méditerranéen, non pas à la lumière de la situation telle qu'elle était dans les années 90 ou dans les années 2000, mais à la lumière de ce qu'elle est aujourd'hui, de nos besoins à nous Français et à nous Européens, des besoins des pays du Sud, bref, de l'ensemble des parties prenantes. Et je vous assure, pour avoir été au cœur de cette machine pendant 5 ans, que c'est extrêmement compliqué et que je ne suis même pas sûr aujourd'hui, dans la divergence, où les divergences sont profondes, que nous puissions à nouveau y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, si nous pensons que la Méditerranée est un espace géopolitique important, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, attention, a fortiori en Europe, mais aussi sur la rive sud et au Proche-Orient, c'est un vrai sujet. Mais si nous pensons que la Méditerranée unie, en tout cas a vocation à exister en tant qu'ensemble politique ou géopolitique, il faut réinventer ces outils-là qui aujourd'hui sont obsolètes pour les raisons que j'ai évoquées. Merci beaucoup. Alors du coup, je me permets de m'adresser à vous, Monsieur Bizel. Justement, quand on parle d'outils, on voit avec le recul institutionnel européen qui est le vôtre, quels mécanismes ont réellement fonctionné et peut-être aussi lesquels ont montré justement leurs limites dans la durée. Merci. Tout d'abord, je ne sais pas si c'est... Là, oui, c'est... Tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence, de ce colloque. Merci à Hilary et ravi d'être avec vous ce soir et d'échanger avec vous et avec M. Aménal que j'avais croisé sur les bancs de l'école il y a quelques années. Donc, ravi de se retrouver presque 20 ans après. Alors, pour revenir à votre question, alors effectivement, je partage le constat de M. Aménal, mais dans les 30 dernières années, voire au-delà, il y a quand même une relation structurée qui s'est établie entre les deux rives de la Méditerranée et qui s'est matérialisée à travers l'Union pour la Méditerranée, à travers la politique européenne de voisinage, et qui s'est manifestée par des résultats concrets, mais je dirais sur la base de projets. Peut-être un point qui est quand même à
à noter, c'est que cette relation, elle est inscrite dans le droit primaire de l'Union européenne, dans le traité de l'Union européenne, à son article 8 du traité de Lisbonne, qui prévoit le développement de relations privilégiées avec les pays voisins. Alors, les pays voisins, on parle évidemment des pays de la Méditerranée. Et donc je disais qu'il y a des résultats concrets. D'abord, sur le plan économique, le lien entre les deux rives est très clair. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la plupart des pays du sud de la Méditerranée. Comme le Maroc ou la Tunisie, c'est plus de 50% de l'échange commerciaux. Il y a des accords d'association qui ont permis une intégration progressive aussi dans le marché européen, industriel, agricole. Il y a également sur le plan sectoriel des nombreuses coopérations qui ont produit des effets tangibles dans le domaine de l'énergie. Il y a des interconnexions électriques, la coopération dans le domaine des renouvelables avec notamment le Maroc et des projets solaires majeurs. Dans le domaine des transports, on parle de modernisation de ports, de corridors logistiques, également dans l'eau et l'environnement, où on a des programmes de gestion des ressources hydriques dans des régions qui sont particulièrement exposées au stress climatique. Sur le plan humain, évidemment, des programmes comme Erasmus+ ont eu un impact considérable. Des centaines de milliers d'étudiants et de chercheurs qui ont circulé entre les deux. Donc ça a contribué aussi à créer, je pense, une génération euro-méditerranéenne connectée. Et enfin, donc l'Union pour la Méditerranée qui aussi se base sur des projets concrets, dans des projets de dépollution de la Méditerranée, des initiatives pour l'emploi des jeunes, des programmes pour l'entrepreneuriat féminin. Un autre mécanisme, et c'est là où les choses ont évolué au cours du temps, et l'Union européenne s'est aussi rendu compte qu'il fallait avoir une approche différenciée pays par pays. On ne pouvait pas prendre les voisins du Sud de manière homogène. Et donc ça, c'est quelque chose que les institutions européennes ont compris. Et c'est ce concept, je dirais, de différenciation aussi dans les relations bilatérales avec chacun des partenaires méditerranéens. Et je prends l'exemple, vous mentionnez mon passage pendant 4 ans à la délégation de l'Union européenne au Maroc. Le Maroc et l'Union européenne ont un statut avancé. C'est-à-dire que le Maroc progresse presque comme un pays candidat à l'Union européenne, c'est qu'il y a un rapprochement réglementaire, il y a un dialogue politique renforcé, évidemment une intégration économique accrue. Et ça, je pense que c'est un modèle qui est intéressant et qu'on pourra revendre, je pense, avec le pacte pour la Méditerranée. Bien évidemment, soyons réalistes, tous ces cadres-là ont évidemment, ce n'est pas monsieur, mais là, il y a des limites. Et moi, j'en vois 4 limites. La première, c'est très clairement le décalage entre l'ambition politique et la réalité géopolitique. Comme M. Amelal l'avait dit, le processus de Barcelone, il avait une ambition très forte, prospérité, paix, mais ça a été rattrapé par le processus de paix au Moyen-Orient, les instabilités régionales, etc. Donc ça, il y a vraiment une limite de la portée politique du partenariat. La deuxième limite que je vois, c'est une perception qui peut être vue comme asymétrique. Dans cette logique de convergence vers les normes européennes, ça a pu être perçu d'abord comme déséquilibré, parfois peut-être trop technocratique, et pas toujours adapté aux réalités locales. Donc ce décalage de perception, c'est un enjeu majeur pour la crédibilité d'un partenariat. Troisième limite, c'est peut-être aussi la complexité et le manque de lisibilité. Il y a quand même une multiplication d'instruments, de nombreux programmes, de nombreux cadres.
Pour un partenaire, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Qui fait quoi? Avec quel financement? Donc ces difficultés-là, je pense, portent une certaine limite qu'il faut pouvoir corriger. Et enfin, il y a pour moi une limite qui est essentielle, c'est la dernière, c'est l'impact sur les citoyens. Malgré tous les investissements, le chômage des jeunes reste particulièrement élevé, les écarts économiques persistent, et les bénéfices du partenariat ne sont pas visibles, pas toujours visibles. Donc ça alimente une forme de distance entre les politiques menées et les perceptions. Et donc de tout ça, moi j'en ai tiré trois leçons, et on va continuer après dans la discussion, mais c'est vraiment d'une part de partir des réalités et des interdépendances existantes, deuxièmement de renforcer la différenciation et la co-construction, et troisièmement de produire des résultats concrets, mais qui soient visibles et mesurables. Merci beaucoup. Bon, je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent. On a un petit souci de micro, donc on va devoir un petit peu élever la voix. Donc peut-être pour clôturer, merci beaucoup. Donc pour clôturer cette partie sur le passé, vous avez cité M. Amelal et M. Bizel, l'Union pour la Méditerranée, qui a été créée en 2008. Et notamment, l'intérêt, c'est de voir le point de vue français, puisque comment est-ce qu'on pourrait interpréter en fait les intérêts qui apparaissaient comme contrariés lors de l'évolution du projet, entre le discours de Toulon pendant la campagne de 2007 de M. Sarkozy et le Conseil européen des 13 et 14 mars 2008, et notamment le changement de dénomination qui est apparu. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, à la fois peut-être pour un point de vue français et pour un point de vue européen? Oui, c'est une bonne question. C'est intéressant de se replonger dans les arcades de la politique, d'abord française, d'abord nationale, qui a conduit à la création de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, parce que c'est d'abord une histoire et une affaire complètement française, très politisée d'ailleurs, puisque vous l'avez rappelé à juste titre, le discours de Toulon, de Sarkozy, qui était président de la République à l'époque, donc il est en 2007, il est arrivé en fait à l'Élysée avec dans ses bagages deux choses, un conseiller qui s'appelle toujours Henri Guénaud, et dans le cerveau d'Henri Guénaud, très prolifique, une idée qui s'appelait l'Union méditerranéenne. Intéressant comme nom, et vous avez tout à fait raison de citer ce changement de nom qui révèle beaucoup de choses, qui révèle un changement de braquet, voire même de paradigme complet. Donc quand Sarkozy arrive, il a envie de faire quelque chose avec la Méditerranée, sur la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Henri Guénaud le pousse beaucoup, Sarkozy était plutôt atlantiste, plutôt tourné vers les États-Unis, donc avec une appétence modérée pour les affaires méditerranéennes, mais enfin, il avait envie, hyper-président, on parlait d'hyper-président déjà à l'époque, il avait envie de faire des choses, de faire beaucoup de choses, et donc de s'intéresser à cet espace, au voisinage naturel de la France, qui est la rive sud, son flanc sud, et donc la Méditerranée. Henri Guénaud lui suggère déjà pendant la campagne présidentielle de matérialiser cette idée d'union méditerranéenne dans l'esprit de Guénaud et donc corrélativement de Sarkozy, pour non pas concurrencer, même si ça a été perçu comme ça, par les Européens, par les Allemands en premier lieu, pour développer un pendant de l'Union européenne au sud. Et donc, avoir une Union européenne à l'échelle du continent et une Union méditerranéenne, les deux étant plus ou moins articulés dans l'esprit de Guénaud, qui, je dis qu'il n'avait pas pour but de concurrencer l'Union européenne, je suis sans doute un peu gentil, ou en tout cas optimiste. Guénaud était un souverainiste, pas farouchement anti-européen, mais enfin en tout cas très anti-fédéraliste. Et donc l'Union européenne n'était pas la création politique la plus formidable dont il rêvait à l'époque. Donc il n'était pas impossible que dans son esprit il y ait une forme de concurrence nécessaire, bénéfique, à jouer entre une union méditerranéenne et une union européenne.
Et le projet est parti comme ça. Sarkozy a monté une cellule à l'Élysée, de l'autre côté de l'hôtel Marigny, qui s'occupait, avec un ambassadeur d'ailleurs à sa tête, qui s'occupait de faire le tour des capitales arabes. On est en 2007-2008, 2007 la genèse, on est avant les printemps arabes qui vont chambouler l'ensemble de la région sur ses rives sud et orientales. Donc on est encore dans cette période, bon, irénique, peut-être un petit peu moins quand même que dans les années 90, mais quand même plutôt favorable. Plutôt favorable. Le conflit israélo-palestinien, malgré un certain nombre de ratés, malgré 2006, malgré quand même beaucoup d'insuccès et d'à-coups, bon, continue d'exister. La solution à deux États est toujours l'alpha et l'oméga de la pensée politique s'agissant de cette partie de la région. Donc il y a encore un paysage globalement favorable. Donc Sarkozy fait le tour des capitales européennes modérément, mais surtout envoie des émissaires dans toutes les capitales arabes pour mobiliser les chefs d'État à l'appui de cette idée qui rencontre un assez vif succès sur le flanc sud et oriental, du côté non-européen, y compris d'ailleurs chez les Turcs qui souhaitent se joindre au projet avec une petite idée derrière la tête, qui est que cette union méditerranéenne sera peut-être pour eux une sorte de marchepied vers l'adhésion, l'accession à l'Union européenne. Mais c'est une autre histoire. Et puis, au même moment, à mesure que les conciliabules se développent et que le projet progresse sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan politique, un certain nombre de capitales européennes s'inquiètent un petit peu de la nature qu'est en train de prendre ce projet. Et en particulier à Berlin, une certaine Angela Merkel s'inquiète très sérieusement, poussée par son directeur de cabinet d'ailleurs, un peu, pas non plus francophile qui fut à l'époque, comme tous les directeurs de cabinet qu'a eu Angela Merkel, en tout cas celui-là était sans doute l'un des moins francophiles, s'inquiète, s'alarme vraiment de la nature que prend ce projet, perçu, considéré, monté un peu en épingle par la presse allemande, il faut bien le dire, comme un projet plutôt anti-européen, ou en tout cas concurrençant, doublonnant l'Union européenne. Et Merkel dit à Sarkozy lors d'un Conseil européen fameux, je te préviens, il est hors de question que nous payions, nous, Européens, pour financer un projet dont nous ne serions pas partie prenante. En tout cas, autour de la table duquel nous ne serions pas. Donc, Merkel met en garde de façon très forte et ferme Sarkozy, en lui disant « Ok, pour ce projet, pourquoi pas, mais on veut absolument en être. Il est hors de question que ce projet ne soit que méditerranéen et que les pays non méditerranéens de l'Union européenne n'en soient pas immédiatement, directement membres. » Bon, Sarkozy est bien obligé de prendre acte de cette mise en garde, et donc le projet évolue de cette manière et passe d'une union méditerranéenne en une union pour la Méditerranée, dont sont désormais membres l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, plus l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée. 42 pays. Donc nous sommes passés de l'Union à 14, 15, 16, 17, le chiffre n'a jamais été complètement défini, à une union pour la Méditerranée à 42, reposant sur la règle, comme c'est la règle pour ce type d'institution, du consensus. C'est la règle. Pas tout à fait au sein de l'Union européenne, mais en tout cas au sein de l'Union pour la Méditerranée, c'est la règle du consensus. Autrement dit, de l'unanimité. Un pays peut bloquer l'ensemble du processus décisionnel. Donc rendez-vous compte, regardez un peu ce qu'est la Méditerranée, c'est certes tout petit à l'échelle du globe, c'est 1% de la surface du globe, mais enfin avec une concentration de problématiques
gigantesques, économiques, politiques, culturelles, des crises partout, un palimpseste de civilisation, de religions, les 3 religions abrahamiques du livre sont nées en Méditerranée. Bref, c'est un concentré, un précipité de toutes les problématiques de la planète. Et pour essayer d'apporter des solutions, non pas à toutes ces problématiques, mais en tout cas à quelques-unes, dans l'esprit du partenariat au processus de Barcelone, 42 pays autour de la table avec une règle décisionnelle qui est le consensus. Autrement dit, encore une fois, l'unanimité. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que, côté français, on a été très très mari de l'évolution brutale de ce projet, qui a transfiguré ce projet. Sans doute avait-il été mal pensé, mal conçu, mal maîtrisé dans son développement, mal vendu à nos partenaires européens, en premier lieu allemands, mais en tout cas, la transfiguration a été brutale, c'est-à-dire que l'Union méditerranéenne était, c'est caput, hein, c'est fini, c'était fini. On est arrivé à une Union pour la Méditerranée, que nous connaissons aujourd'hui, parce que nous vivons avec cette Union pour la Méditerranée, qui fonctionne toujours à 42 pays. Alors la Syrie est revenue, et elle avait été écartée, et bon, peu importe, il y en a +1, -1 avec la Libye, etc. Mais enfin, il y a 42 pays et une règle de décision qui rend en fait toute décision sur des sujets les plus importants impossible. Une illustration, alors il ne faut pas voir tout en noir et ce serait absurde. Il y a eu des succès, en tout cas des avancées, il y a eu des choses qui ont été rendues possibles par l'Union pour la Méditerranée sur des sujets qui sont un peu en dessous du radar, le droit des femmes, des sujets économiques, la jeunesse un petit peu. Bon, il y a eu quelques petites réussites, quelques modestes réussites. Mais concrètement, je ne parle même pas de la résolution des crises, parce que ce n'est pas nécessairement le mandat de l'Union pour la Méditerranée, c'est souvent les Nations Unies qui vont s'occuper de ça. Mais sur des problématiques comme le dérèglement climatique, le changement climatique, des questions économiques, l'asymétrie commerciale, et plein d'autres sujets très concrets, hein, les catastrophes, la réponse aux catastrophes naturelles, plein de choses extrêmement fortes qui font le quotidien des Méditerranéens. Et malheureusement, l'Union pour la Méditerranée n'est pas en capacité, sauf exception, ça peut arriver, mais sauf exception, de prendre des décisions. Et un exemple, parce que moi j'ai quitté l'Union pour la Méditerranée où je représentais la France là-dessus, ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant, que l'Union pour la Méditerranée n'est pas capable de se mettre d'accord, exactement, ses membres, hein, pays de l'Union pour la Méditerranée, membres de l'Union pour la Méditerranée, sur un dirigeant, un secrétaire général. Il n'y a pas de consensus pour trouver à l'Union pour la Méditerranée un successeur au secrétaire général actuel qui enchaîne les intérims depuis un certain temps, et à la coprésidence, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un schéma institutionnel un petit peu complexe, mais il n'y a pas de consensus. Donc en fait, l'Union pour la Méditerranée, elle n'est pas ététée, elle a un secrétaire général, mais enfin un secrétaire général qui n'a pas de capacité d'action. À l'heure même où il y a la guerre en Ukraine, où il y a le Liban, où il y a bien sûr Gaza, qui a complètement entravé la coopération en Méditerranée, le peu qu'il y en avait, disons. Il y a l'Iran aujourd'hui, il y a des problématiques fondamentales, et il n'y a pas même un dirigeant pour assurer le quotidien de l'Union pour la Méditerranée. Donc nous en sommes là, nous sommes avec cette organisation qui existe. On a énormément milité, la France a énormément milité avec l'Espagne, un peu avec l'Allemagne, qui nous a aidé, qui se projette pas mal en Méditerranée depuis 2015 d'ailleurs, et la crise syrienne, avec l'Italie un petit peu, bref, avec quelques autres pays méditerranéens. Il n'y en a pas beaucoup des pays qui ont une vraie politique méditerranéenne. En Europe, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a la France, il y a l'Espagne, il y a un peu l'Italie, il y a et puis c'est tout. Il y a les autres, la Croatie typiquement est un immense pays méditerranéen qui baigne dans le Méditerranée. Elle n'a aucune politique méditerranéenne, elle n'a aucune vision de ce qu'elle veut faire politiquement en Méditerranée. La Grèce est sans doute le pays le plus méditerranéen qui soit en Europe, n'a aucune politique méditerranéenne. Ils sont perdus sur le plan politique en Méditerranée, où qui doit faire quoi, etc. Donc ce ne sont pas des moteurs. L'Espagne est un vrai moteur de la construction euro-méditerranéenne, l'Italie aussi, même si c'est un peu compliqué avec l'Italie.
Donc nous ne sommes pas très nombreux, côté européen, à pousser en faveur d'une vraie réforme de l'Union pour la Méditerranée. On l'a poussé avec le pacte pour la Méditerranée. Enfin, tout ça reste quand même très technique, très techno même, extrêmement loin, tu l'as dit, des préoccupations des gens, n'a aucun impact sur le cours des choses. Et malheureusement, et on ne peut que le déplorer à ce stade, même s'il faut se battre pour faire vivre ce partenariat et ces outils et le faire évoluer, le moderniser, c'est très compliqué aujourd'hui, n'a pas de prise sur les enjeux fondamentaux de la Méditerranée aujourd'hui, hors même les sujets politiques. Pour justement apporter ce point de vue sur l'Union pour la Méditerranée, parfois peut-être les contradictions qui peuvent exister au niveau européen, peut-être que certains États ne se sentiraient pas concernés. Et je me permets, pour clôturer ce temps sur le passé, M. Bizel, de m'adresser à vous. Pour vous, justement, d'un point de vue européen, est-ce qu'il y a de réelles difficultés à peut-être convaincre, pour reprendre certaines formules, que Lisbonne ou Barcelone serait la frontière finalement sud d'un pays comme l'Estonie, et inversement, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore, et est-ce qu'il surtout il y a eu, justement, de vraies frictions entre les pays pour cet intérêt porté à la Méditerranée? Merci. Je pense que sur les frictions, M. Amelal a été très, très clair sur, évidemment, pour les pays comme la France, l'Espagne, un véritable prisme, un intérêt pour la Méditerranée. C'est sûr que pour les pays baltes, ça paraît peu Ils sont membres oui, ils sont membres de l'Union pour la Méditerranée. Mais l'Union pour la Méditerranée, là, on est dans un contexte effectivement intergouvernemental. Pour ce qui est de la Commission européenne, il y a évidemment des choix qui sont faits, des fois à l'unanimité aussi, à la majorité, mais quand même, sur ce pacte pour la Méditerranée, il y a eu un consensus. Le Conseil européen a adopté un pacte pour la Méditerranée l'année dernière, en 2025. Et donc, il y a quand même, les États membres arrivent à se mettre d'accord pour aller de l'avant. Et ça montre, malgré tout, qu'il y a quand même conscience de l'intérêt stratégique, géopolitique, géoéconomique de la Méditerranée. Sur différents secteurs, on a mentionné le climat, mais l'énergie. Évidemment, la question migratoire est également un sujet important et d'intérêt pour de nombreux États membres et pour les pays du sud de la Méditerranée. Mais il y a possibilité de se mettre d'accord. Et je pense que, pour donner un peu d'optimisme dans la discussion, le pacte pour la Méditerranée est vraiment, je pense, un point de départ qui est, à mon avis, prend en compte les faiblesses du passé, c'est-à-dire pour essayer de partir vers quelque chose de plus concret, comme je disais, de plus visible. Et pour ça, peut-être rappeler certains points sur ce pacte pour la Méditerranée, quels sont les points essentiels. C'est que d'abord, qu'est-ce qui est nouveau par rapport au passé, à la politique de voisinage notamment, c'est que il y a une logique de co-responsabilité. Il y a une volonté d'un partenariat qui soit d'égal à égal. Et l'approche, elle est résolument géopolitique, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans le win-win, pour parler en bon français. Que les accords soient à la fois positifs pour l'Union européenne comme pour les pays partenaires du sud de la Méditerranée. Et c'est devenu d'autant plus stratégique que je pense que c'est symbolique, mais ça montre l'importance. On a depuis 2024 la nouvelle commission von der Leyen, une commissaire en charge des questions de la Méditerranée, Madame Kalniņa Šuica, qui est justement croate d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà, exactement. Il y a une deuxième évolution dans ce pacte, c'est la méthode. L'Union européenne propose désormais, et ça revient à ce que je disais avant, des partenariats
stratégiques et qu'on appelle globaux. C'est-à-dire que ce sont une sorte de package intégré qui combine à la fois le dialogue politique, qui intègre les réformes économiques, qui intègre les financements, vraiment très important, et l'Union européenne et le pays partenaire vraiment se mettent d'accord sur des priorités qu'ils ont identifiées, sur lesquelles ils sont d'accord pour travailler ensemble. Donc il y a déjà eu des exemples, des partenariats qui ont été signés avec l'Égypte, avec la Tunisie, avec la Jordanie, et ça inclut des investissements, travailler sur les questions énergétiques, travailler sur la question migratoire, et plus généralement sur la stabilité économique ou macroéconomique de ces pays. Donc l'Union européenne, elle va aussi mobiliser des fonds importants, comme elle l'a déjà fait par le passé, mais elle va continuer. Mais je dirais qu'il y a une sorte de contrepartie où, à travers un dialogue politique plus exigeant, là que chaque euro dépensé revient en retour, on aura plus que 1 euro. C'est pas 1 euro pour l'UE, mais c'est 1 euro pour l'UE et 1 euro pour le pays partenaire. Donc, pour moi, ce qui change profondément, c'est qu'on passe d'une logique de programme un peu dispersé à une logique de partenariat plus intégrée et je l'espère plus visible. Merci beaucoup pour ces mots qui me permettent qui sont une véritable transition parfaite pour le deuxième temps de cet échange qui est donc sur le présent et donc sur le pacte pour la Méditerranée dont vous venez de nous parler. Du coup, je me permets de me tourner vers vous, Monsieur Avelal. Donc justement, avec le pacte pour la Méditerranée, pour vous, est-ce que ce renouvellement est-il suffisant? Est-ce que donc la différenciation, ce que nous a expliqué M. Bizel avec les approches précédentes, est-il suffisant pour faire face aux réalités d'aujourd'hui en Méditerranée? Ouais, merci. Petite précision pour vous importante sur l'architecture, c'est un peu compliqué, mais l'architecture institutionnelle euro-méditerranéenne. Il y a 2 plans. Il y a un plan multilatéral et un plan bilatéral. L'Union européenne a des relations de plus en plus fortes, d'ailleurs dans le cadre de partenariats, stratégiques, tout ce que tu as dit, Nicolas, avec des pays indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire avec le Maroc en particulier, avec l'Égypte, avec le Liban, avec la Tunisie. Donc des partenariats qui correspondent exactement à ce que la Bielle vient d'expliquer, dans le cadre des relations de l'Union européenne avec chacun de ces pays. C'est le cadre général de la politique de voisinage qui s'intègre ou s'inscrit maintenant dans le pacte pour la Méditerranée. Et puis il y a un autre plan qui est peut-être plus horizontal, en tout cas qui est multilatéral. Et donc là, c'est plus l'Union européenne avec un pays, d'ailleurs logique extrêmement asymétrique par définition. Vous avez un énorme mastodonte politique moyennement, mais surtout économique, négociant ou nouant une relation avec un pays, tout petit pays, le Maroc, petit pays. À l'échelle de l'Union européenne. Donc, oui, une relation très très déséquilibrée. Donc, quand on parle de dialogue politique, il faut aussi avoir ça en tête. Compliqué de dialoguer, de discuter, de négocier en position de force quand on est le Maroc avec l'Union européenne. Mais passons là-dessus. Ce type de relation, de partenariat, dit gagnant-gagnant, pas convaincu de gagnant-gagnant, mais quand même, ça fonctionne plutôt pas mal, et ça a permis de vraies avancées sur un certain nombre de plans énergétiques, la connectivité, etc., les questions des infrastructures. Bon. Donc ça, quand on est plutôt... C'est pour ça qu'il manque une voix du Sud dans cette discussion, et c'est dommage que Placide Tourbillon ne soit pas là, mais peu importe, c'est souvent comme ça que ça se passe. On parle entre gens du Nord, et il nous faut parler aussi avec les gens du Sud. C'est pas du tout de votre faute, c'est comme ça, et ça fait rien. Mais quelqu'un du Sud, c'est-à-dire de la rive sud de la Méditerranée,
regarde ça tout à fait différemment, tout à fait autrement. Le partenariat gagnant-gagnant, quand on est du Sud, n'est pas tout à fait nécessairement un partenariat vraiment gagnant-gagnant. Bon. Et puis il y a le schéma, ou la logique multilatérale, qui est celle de l'Union pour la Méditerranée, qui est celle d'autres organisations, mais en particulier de l'Union pour la Méditerranée, qui est une organisation euro-méditerranéenne. Là, la logique est différente. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble face à des défis communs. On met de côté les crises, encore une fois, ce n'est pas l'objet de l'Union pour la Méditerranée, mais défis climatiques, défis migratoires, défis économiques, etc., etc. Et donc, une organisation multilatérale, normalement, devrait être beaucoup plus en capacité, beaucoup plus cohérente, beaucoup plus forte pour affronter, faire face, adresser, comme on dit dans un mauvais français, ce type de problématique globale. C'est surtout là où le bas blesse en réalité. C'est surtout sur le plan multilatéral, mais qui renvoie à la genèse du partenariat euro-méditerranéen, au processus de Barcelone, rappelez-vous, paix, sécurité, prospérité, etc. Ça devait se faire non pas dans un cadre strictement bilatéral, Union européenne et un pays, et on multiplie comme ça les partenariats, ça devait se faire à l'échelle de la région, sur le plan régional. C'est là où le bas blesse, encore une fois, et où on n'a pas réussi, collectivement bien sûr, à créer, en capacité, une organisation qui existe, que nous avons créée quand même, avec les autres maintenant, et qui est la seule à même, en théorie, de faire face à des défis communs et à des problématiques communes. Donc, c'est très bien de multiplier les partenariats et ça fait avancer les choses, il y a des avancées concrètes dans plein de domaines, ok, super, mais ça n'est pas ça qui fonde le partenariat euro-méditerranéen et ça n'est pas ça qui fait avancer la Méditerranée en tant qu'ensemble politique et géopolitique. Pas du tout même. Et heureusement, malheureusement, c'est comme ça. Comme ça ne fonctionnait pas sur le plan multilatéral et qu'on s'est tapé crise après crise, la Libye, Gaza, bon, maintenant l'Iran et tout ce que vous voulez, bon, l'Union européenne et nous tous, hein, on s'est dit, bon, c'est le bordel absolu, ce truc-là, donc on va faire quoi? On va bilatéraliser au maximum. Et le pacte pour la Méditerranée naît de ça, un peu de cette contradiction, de cette ambiguïté, puisqu'il y a à la fois, tu l'as dit très justement, un volet très fort, sur une ambition même très forte sur le plan bilatéral, renforcer nos relations. Alors c'est intéressant parce que cette commissaire méditerranée, je serais gentil avec cette commissaire qui est pareil complètement nulle, mais ça fait rien, qui s'est trimballée au board of peace de Donald Trump toute seule, sans aucun mandat pour le faire. Bon, passons. Cette commission, ce département de la commission, moi je peux le dire, mais a un périmètre qui est beaucoup plus large que la Méditerranée. Hein. En fait, c'est la région MENA, comme on dit en langage administratif, elle va jusqu'au Golfe, jusqu'au pays du Golfe. Elle intègre les pays du Golfe. Donc c'est un périmètre beaucoup, beaucoup plus large que la Méditerranée, ce qui est intéressant. Mais elle a surtout l'ambition de renforcer les relations de l'Union européenne avec les pays du pourtour et plus largement que ça, avec les pays de la région MENA. Donc on est au-delà du partenariat euro-méditerranéen. On est dans un partenariat euro-MENA en réalité. C'est autre chose. En revanche, et on a beaucoup, avec nos amis espagnols, insisté et bataillé là-dessus, avec le gentil concours de certains, mais pas de tous, de nos partenaires, le volet multilatéral, celui dont on a vraiment besoin pour matérialiser le partenariat euro-méditerranéen. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble face à des défis qui nous concernent, nous, tous, en tant que Méditerranéens, en particulier le changement climatique? On n'a pas réussi, parce que l'Union pour la Méditerranée n'a pas du tout été fortifiée, consolidée à travers le pacte pour la Méditerranée. Bon, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais pour une raison qui est importante, qu'il faut avoir en tête, pourquoi est-ce que tout ça s'est produit? Et que, bon, le fait d'avoir la République tchèque et la Lituanie au sein de l'Union pour la Méditerranée, bon, c'est bien parce qu'il y a tous les pays de l'Union européenne et ça s'est fait comme ça, et ok, c'est bon tac. Mais en même temps, il y a un petit événement aux confins, pas vraiment aux confins, mais aux marges immédiates de l'Europe,
qui a un peu perturbé tout le jeu ces dernières années, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Évidemment. La guerre en Ukraine a fait passer la Méditerranée au second plan. Parce que tous les pays de l'Union européenne, y compris nous, bien sûr, coalition du volontaire, y compris même les Espagnols et les Portugais qui sont embarqués dans ce train-là, ont changé complètement de braquet. La priorité depuis l'agression, l'invasion russe de l'Ukraine, c'est évidemment l'Ukraine. C'est plus du tout le partenariat méridional, la Méditerranée et les relations avec le Maroc, la Tunisie et compagnie. Ça n'a plus aucune importance en réalité, sur le plan politique et sur le plan géopolitique. Et donc toute l'infrastructure, l'architecture, les ressources de l'Union européenne, de la Commission, mais aussi du SEAE, le Service européen d'action extérieure, se sont mobilisés et sont mobilisés aujourd'hui vers l'Ukraine. Les regards sont tournés à l'Est. Et donc nous, ardents défenseurs, nous, pays du Sud, flanc méridional de l'Union européenne, dans le cadre notamment de ce qu'on appelle le même, je ne vais pas rentrer dans les détails, peu importe, une coalition de pays méridionaux de l'Union européenne, on a tous un peu les mêmes intérêts, les mêmes ambitions. Alors, on s'est retrouvés, alors non pas démunis parce qu'on est évidemment en première ligne sur l'Ukraine, mais enfin on s'est quand même retrouvés à prêcher dans le désert parce que sur le plan global au sein de l'Union européenne, la priorité, ce n'était pas du tout la Méditerranée, nos relations avec les pays du Sud, c'était la guerre en Ukraine. Donc les moyens ont été mobilisés sur cet objectif, les ressources politiques, l'architecture de l'Union, et donc il n'est pas étonnant aujourd'hui que nous ayons des organisations multilatérales en Méditerranée qui pâtissent un peu de ça, c'est un euphémisme, que nous n'ayons pas plus d'un flux politique sur le renforcement du partenariat euro-méditerranéen. Que, heureusement, on a sauvé le pacte pour la Méditerranée, on a réussi, mais sans doute von der Leyen a-t-elle fait ça pour s'excuser ou donner des gages aux pays du Sud pour faire tout ce qu'elle pouvait sur le flanc Est, et c'est bien normal, sur le partenariat oriental, sur le partenariat avec l'Est, les pays de l'Est, et l'Ukraine en particulier. Donc c'est une sorte de compensation, en quelque sorte, de très faible compensation. C'est pour ça que la personnalité de la commissaire est intéressante. Vous savez, les personnalités des commissaires représentent les poids politiques de tous les pays. Bon, donc on donne aux petits pays des petits commissariats. C'est pareil qu'il n'est pas absolu, mais enfin quand même. Donc nous, on a un très gros commissariat qui est vice-président de la Commission européenne sur des sujets très importants. Bref, les Italiens aussi, les Allemands aussi, évidemment, etc. etc. Bon, c'est une Croate qui était maire de Dubrovnik, qui a un poids politique, qui a le poids politique d'une plume dans l'architecture politique européenne. Donc, le fait que von der Leyen ait accepté de créer ce poste de commissaire à la Méditerranée en le confiant à une Croate, les Croates sont des gens formidables, bien sûr, mais qui n'ont évidemment pas le poids politique des Allemands ou des Italiens, ça traduit la très faible portée politique, le très faible impact politique de ce pacte pour la Méditerranée dans le schéma général, le schéma géopolitique général de l'Union européenne aujourd'hui. Les regards sont rivés vers l'Est. La priorité stratégique de l'Europe, c'est évidemment l'Ukraine, et aujourd'hui le détroit d'Ormuz et d'autres sujets, ça n'est pas la Méditerranée. Donc pour nous autres pays méditerranéens, bon, il faut en prendre notre parti, on est en même temps très tiraillés parce qu'on est évidemment partie prenante de cette lecture géopolitique-là de l'Europe. L'Ukraine, c'est évidemment fondamental pour nous, mais ça explique le reflux des institutions multilatérales et même des imperfections qui sont contenues dans le pacte pour la Méditerranée, même si, honnêtement, il faut se réjouir, et je termine sur cette note optimiste, que dans ce contexte extrêmement dégradé sur absolument tous les plans, et ne serait-ce que pour cette raison liée à l'Ukraine, on ait quand même réussi à inscrire, en tout cas développer, mettre en œuvre, concevoir un pacte pour la Méditerranée qui va permettre de structurer encore un peu plus
une politique, non pas euro-méditerranéenne, mais une politique européenne en direction des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Merci Monsieur Avellal pour votre analyse. Donc Monsieur Bizel, l'Union européenne et les pays européens en général font face à de nombreuses critiques. Monsieur Avellal vient de nous dire qu'il n'était pas vraiment convaincu par ce modèle win-win. Et C'est pas moi, hein, je l'ai défendu le modèle. Oui, oui. C'est nos amis du Sud qui sont moyennement convaincus. Exactement. Et même donc, s'ils gagnent beaucoup par exemple. voilà, donc souvent il y a une tendance européenne qui vise à réduire le voisinage. Enfin, il y a une critique d'une tendance européenne qui vise à réduire le voisinage méridional à la seule question migratoire. Comment ce nouveau pacte peut-il réellement dépasser ce prisme-là ? Donc, avant de répondre sur l'aspect migration, qui est un thème important, je serais peut-être un peu plus mesuré sur les propos de Karim. Je pense qu'au contraire, la guerre en Ukraine et ses conséquences en termes d'approvisionnement énergétique, notamment, en fait, on fait prendre conscience à l'Union européenne du besoin de se diversifier, de diversifier ses approvisionnements, de diversifier ses partenariats. Et dans ce sens-là, la Méditerranée constitue un objet stratégique, géopolitique, à mon avis, est important. Et le pacte pour la Méditerranée reflète cette importance stratégique pour l'Union européenne. Alors après, sur le poids politique des commissaires, ce n'est pas mon rôle de juger, je reste dans mon rôle de la commission, mais je pense malgré tout que c'est toujours symboliquement important d'avoir nommé un ou une commissaire sur commissaire pour la Méditerranée, qui n'était jamais le cas auparavant. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même à noter. Et comme toute nouvelle direction générale de la Commission, bien évidemment, elle doit prendre ses marques. Le poids politique n'est peut-être pas là, mais je pense qu'à l'avenir, c'est vraiment une partie de la Commission européenne, de ce DG, qui va prendre de plus en plus d'importance. Alors, si on revient à la question de la migration, est-ce que le pacte en soi il permet de dépasser une approche seulement centrée sur la migration ? Si on doit poser la question dans ce sens-là, moi je dirais qu'il permet de dépasser la vision simplement réductrice, mais pas la centralité du sujet migration. Et c'est logique, hein. La migration, c'est effectivement un enjeu politique majeur pour les États membres. C'est une réalité pour les relations euro-méditerranéennes. Et c'est aussi une question sensible pour les partenaires du Sud. Mais ce que fait le pacte, c'est de replacer la migration dans un contexte qui est, à mon avis, plus large et plus équilibré. Par exemple, dans les partenariats avec la Tunisie et l'Égypte, la migration, elle est traitée en lien avec le développement économique, elle est traitée en lien avec les questions d'emploi, avec les questions d'énergie et avec la stabilité d'une manière générale. Autrement dit, on ne traite plus la migration isolément, mais comme l'élément d'un écosystème plus large. La deuxième évolution importante, c'est que l'approche, elle est aussi vis-à-vis de la migration, elle est plus globale et opérationnelle. On va se concentrer notamment la lutte contre les passeurs, les trafiquants. On va parler de gestion des frontières. On va parler de la question des retours volontaires et également des mobilités légales et des partenariats de talents. Donc ça, c'est un point clé. On passe progressivement d'une vision et d'une logique défensive à une logique vraiment plus de gestion des mobilités. Ah oui, il y a un
troisième élément, c'est la question des droits fondamentaux. Bien rappeler quand même que le pacte insiste clairement sur le respect des droits humains, la responsabilité de tous les acteurs et la nécessité d'un équilibre. Donc ça, je pense que ça répond aussi aux critiques adressées par rapport aux politiques précédentes. Enfin, une autre évolution majeure, donc dans cette montée de la dimension économique et géoéconomique, et ça c'est pour revenir un petit peu au point avant, donc ça c'était mon point sur la migration, mais je voudrais rappeler que dans le cadre de ce pacte, il y a quand même une volonté sur deux aspects majeurs, c'est les questions énergétiques, vraiment, il va y avoir des investissements forts, donc pas seulement avec la Commission européenne, nous serons des fonds structurés qui vont allier aussi les emprunts de la Banque européenne d'investissement, également les financements du privé, donc on va essayer aussi de mobiliser, c'est déjà le cas, mais de mobiliser pour avoir des investissements vraiment conséquents et avec un impact dans le domaine solaire, éolien, hydrogène, comme j'avais mentionné. Tout ça pour dire que l'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir apporter une croissance aux pays du sud de la Méditerranée, qui est aussi dans l'intérêt des États membres de l'Union européenne. Et dans ce cas, c'est qu'en parallèle, on va aussi mettre l'accent sur la formation, sur l'éducation, et faire en sorte que cette jeunesse dans les pays du sud de la Méditerranée puisse bénéficier de ces formations pour avoir des emplois dans ces nouveaux domaines, sans compter les nouvelles technologies, etc. Merci, Monsieur Wiesel, pour votre réponse. Monsieur Amelal, si vous voulez bien, on va revenir maintenant sur vraiment la France. Sur la France, donc en 2007, le rapport Avicienne est publié. C'est donc un rapport qui recommandait une politique plus proactive, plus volontariste dans cette région, pour essayer d'étendre l'influence de la France dans cette région-là. Donc, contrairement à cette période 2007-2008, la France aujourd'hui paraît beaucoup plus discrète comme acteur régional. Cependant, d'autres, comme l'Italie, s'investissent énormément avec le plan Mattei, en investissant des milliards dans la région. Comment interpréter cette réserve au regard des multiples intérêts, donc intérêts géographiques, économiques et sécuritaires? Peut-être tout petit retour en arrière, si vous me le permettez, sur la machinerie européenne, parce que nos points de vue sont intéressants, mais il faut que vous les compreniez bien. Il y a le point de vue de la Commission, et il y a les points de vue des États. J'étais dans le rôle avec mes collègues espagnols, italiens, grecs et autres pays méditerranéens, d'essayer, et c'est pour ça que l'Union européenne, c'est une histoire de rapport de force en réalité. Et à la fin, il y a des positions de la Commission européenne que Nicolas explicite aujourd'hui. C'est son rôle et c'est parfaitement normal. Mais avant ça, il y a des batailles, qui ont le mérite, pour ne pas exagérer, mais il y a de vraies batailles. C'est pour ça d'ailleurs que les institutions européennes sont un espace de jeu absolument passionnant. Un espace de jeu, un espace de compétition, un espace de rivalité, un espace de rapport de force, pour parvenir à quelque chose reposant sur une vision commune, sur du consensus, etc. Bon, dans le meilleur des cas, évidemment. Mais sur le pacte pour la Méditerranée, par exemple, nous, la France a énormément bataillé avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la Grèce, avec la Croatie, bref, avec les pays de ce qu'on appelle le Med 9, avec Chypre, Malte, le Portugal, les pays du flanc méridional de l'Union, pour que le pacte pour la Méditerranée soit un tout petit peu différent de ce qu'il est, c'est-à-dire en réalité beaucoup plus ambitieux, et notamment beaucoup plus ambitieux sur le plan multilatéral, renforcement du pour la Méditerranée, ça c'est une constante de notre politique méditerranéenne, puisque c'est nous qui avons été à l'origine de l'affaire, donc il faut quand même être cohérent avec soi-même. Bon, au final, les arbitrages et le
jeu des rapports de force et les mobilisations des uns et des autres et les décisions prises par le président de la Commission, par le ministre des Affaires étrangères. Bref, tout ça cheminant a donné lieu au pacte pour la Méditerranée que nous connaissons et dont il faut bien qu'on se satisfasse malgré tout parce qu'il y a des avancées. Mais il y a aussi, du point de vue de la France, un certain nombre, non pas de recul, mais d'imperfections ou de ratés, en tout cas de choses qui ne paraissent pas aller dans le bon sens. Donc ça, c'est le jeu normal des institutions tel qu'il se déroule dans l'Union européenne, et c'est important de le comprendre. Voilà, si j'étais avec un collègue espagnol, nous serions sur le pacte pour la Méditerranée exactement sur la même, de petites virgules près, mais sur la même longueur d'onde. Et avant la réalisation du pacte pour la Méditerranée, il y a énormément de papiers qui circulent, de documents qui se font à plusieurs États, on essaie de bâtir des coalitions. Donc c'est une machinerie qui est tout à fait passionnante, et bon, à la fin, il y a quelque chose qui émerge, bon, qui repose sur une forme de consensus. Cela étant dit, l'influence de la France. L'influence de la France en Méditerranée, on peut être aussi critique. Alors bon, là, pour le coup, je reprends un tout petit peu ma casquette d'ambassadeur que je quitte jamais vraiment, mais l'influence de la France en Méditerranée, elle est considérable. Elle est 100 fois plus importante que l'influence de l'Italie. L'Italie est un très grand pays méditerranéen qui a une politique méditerranéenne très forte. C'est normal, la Méditerranée occupe une place centrale en Méditerranée. L'Italie n'a pas une politique globale comme la France. L'Italie ne s'occupe pas de l'indo-européen, de l'Indo-Pacifique. Pas du tout, ce n'est pas son sujet. Elle n'est pas présente dans le reste du monde. Elle n'a pas de territoire d'outre-mer. Donc l'Italie se concentre sur ce qu'elle connaît, c'est-à-dire son voisinage, et son voisinage, c'est d'abord la Méditerranée. Mais elle s'y concentre avec des moyens, avec des outils qui sont infiniment moins efficaces et moins puissants que les nôtres. Elle a, sauf à quelques rares exceptions près, la Libye sans doute en est une, pour une raison tout à fait évidente, puisque vous savez que la Libye était une colonie italienne. Et donc l'Italie a gardé une influence encore aujourd'hui, malgré ou à cause, ou grâce à tout ce qui s'y passe, extrêmement forte. Mais dans le reste de la Méditerranée, et dans le reste de l'Afrique du Nord, au Proche-Orient, on voit aujourd'hui au Proche-Orient, dans la crise iranienne, l'Italie a une voix modeste. Ce serait faux de dire qu'elle n'a pas de voix, ce serait évidemment faux de dire qu'elle n'a pas d'influence, ce serait encore plus faux de dire qu'elle n'a pas de stratégie. Elle a une stratégie qui est le plan Mattei que vous avez évoqué. Mais enfin, concrètement, en Afrique du Nord et au Proche-Orient, la langue étrangère la plus pratiquée, ça reste le français. L'influence culturelle majeure, pour ne pas dire massive, ça reste celle de la France. Les outils d'influence, ça reste ceux de la France. L'agence de développement, de loin, la plus importante et la plus efficace dans cette région du monde, à commencer par le Maroc, bien sûr, ensuite par le Liban, mais aussi en Égypte, mais aussi en Jordanie, demain en Syrie, en Tunisie, évidemment, pas en Algérie, ça c'est clair, c'est l'AFD, de très 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 loin. L'agence publique de développement italienne est, mais en volume insignifiante par rapport à ce que fait l'AFD aujourd'hui. L'AECID, qui est l'agence de développement espagnole, qui est un peu plus importante que l'italienne, et qui se concentre aussi sur cette région du monde, est beaucoup moins importante. Donc en termes d'outils, en termes de volume, en termes d'impact, en termes de tout ce qu'on veut, en fait, quels que soient les critères, certes, l'influence française a tendance à s'étioler, bien sûr, à se réduire. Elle était tellement importante qu'en réalité, elle ne peut que se réduire. Et elle se réduit pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais ce n'est pas le lieu ici pour parler de ça. Mais elle reste tout à fait prépondérante. Et en matière de politique méditerranéenne, c'est pour ça que Pacte pour la Méditerranée, l'Union pour la Méditerranée, la voix de la France
et l'influence de la France reste sur ces sujets-là prédominante. Et il faut bâtir des coalitions. D'ailleurs, Sarkozy ne l'avait pas fait, c'était son erreur majeure. Quand il a voulu créer l'Union pour la Méditerranée, il l'a voulu, comme souvent le font les présidents français, le faire tout seul, être tout seul à l'initiative. Bon, c'était une erreur. Donc, il faut bâtir des coalitions, mais au sein de ces coalitions, et les coalitions des pays du sud de la Méditerranée, du sud de l'Europe, flanc méditerranéen, la France a une influence et une voix qui compte. Je ne vais pas dire plus que les autres, parce qu'on est égaux de ce point de vue-là, plan politique, mais enfin, elle a une voix qui est extrêmement forte. Et les attentes, tant des pays du Sud, pas de tous naturellement, mais quand même d'un certain nombre, que les attentes de nos partenaires européens, sont plutôt tournées vers la France quand il s'agit de parler de Méditerranée, d'outils méditerranéens. Alors, il n'y a pas que la France, il y a la France, il y a l'Allemagne qui est un partenaire extrêmement important et sans lequel on ne peut rien faire, confère d'ailleurs l'Union pour la Méditerranée. Il y a effectivement la guerre en Ukraine qui détourne un peu le regard et qui fait que, bon, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources politiques qui sont concentrées là-dessus. Enfin, la voix, l'influence, la position de la France, malgré des ratés, malgré des malentendus, malgré des erreurs d'appréciation, les printemps arabes, ok, tout ce qu'on veut, mais la voix de la France reste quand même très très forte dans cette région du monde, et heureusement, parce que si elle n'est pas forte là, alors même que c'est encore une fois, notre voisinage immédiat, notre profondeur stratégique, ce serait particulièrement préoccupant. Mais ça n'est pas le cas. Regardez en ce moment, guerre en Iran. Je ne sais pas si vous suivez ça, j'espère. Enfin, le pays de l'Union européenne qui se mobilise le plus dans le cadre du droit international, au Conseil de sécurité, au sein de l'Union européenne, évidemment, et on est aujourd'hui un sommet européen très important, où notre président notre président participe. La voix de la France, et on ne peut pas tout faire, on ne fait pas toujours tout très bien, mais la France est le pays qui donne le plus de voix et qui déploie le plus de moyens. Le Charles de Gaulle est en Méditerranée orientale. Bon, on est le seul pays au monde, avec les États-Unis, à avoir un porte-avions nucléaire, à propulsion nucléaire. Donc nos moyens stratégiques, militaires, sont extrêmement conséquents. Ce sont les plus importants aujourd'hui de la région. Ils sont mobilisés à l'appui de ce qu'il se passe en Iran. Donc nous avons non seulement une voix, mais aussi des moyens de la faire entendre et de la faire résonner. Très bien, merci beaucoup. Je pense que maintenant on peut passer à notre dernière partie, donc sur le futur, le passé, le présent. Nous allons maintenant aborder le futur. Vous avez parlé de la guerre en Iran. Donc l'Iran a récemment frappé en Méditerranée des bases militaires à Chypre. Comment envisager un véritable horizon commun d'opportunités entre les deux rives avec ce climat de tension en Méditerranée? Alors, je pense qu'il y a une réponse qui est pour moi, qui me paraît évidente, c'est qu'il faut quand même tout miser sur la jeunesse. Ça est toujours assez classique de le dire, mais l'avenir, c'est vous. Et donc, là aussi, je reviens encore sur le pacte. Et le pacte, il met l'accent clairement sur la jeunesse. C'est une vraie opportunité. Donc, il y a énormément de défis, mais je pense que la manière dont le pacte a été défini, rédigé, c'est aussi pour montrer que c'est une région et c'est avec un nombre d'opportunités vraiment assez extraordinaires. Donc il faut l'exploiter un maximum. C'est pour ça que les programmes qui sont définis dans le cadre du pacte pour la Méditerranée mettent fortement l'accent sur la jeunesse. Alors il y a quelques exemples concrets. Ça reste encore très, très technique, ça reste la Commission européenne, mais il y a dans un plan d'action, qui a été défini pour mettre en œuvre les
les objectifs de ce pacte. Et il y a un volet jeunesse dans lequel il y a l'objectif de construire une université de la Méditerranée avec plusieurs universités qui se rassemblent. Donc ça reste pour l'instant un état de projet, mais avoir un master sur les sujets méditerranéens avec des universités de la région qui collaborent, avec l'ambition d'aller vraiment plus loin dans ça. On est vraiment sur un projet pilote. Évidemment, de renforcer l'Erasmus+, d'être encore plus ambitieux sur cette politique qui est un vrai succès. D'une manière générale, pour la période 2025-2027, alors effectivement, il y a une concentration des efforts qui est fait et des financements qui sont faits vis-à-vis de l'Ukraine. Mais je tiens à rappeler qu'il y a quand même 675 millions d'euros qui sont dédiés à l'autre côté de la Méditerranée au niveau des fonds européens. Donc il y a quand même l'ambition, elle est là, et elle se manifeste par les investissements que les institutions européennes, avec ses États membres, sont prêts à faire et à investir. Donc évidemment, il y a aussi on en a déjà parlé, mais des investissements dans le domaine économique et rappeler aussi les questions de formation qui sont fondamentaux pour faire en sorte que toutes ces opportunités puissent bénéficier aussi à la jeunesse. Donc vraiment, si j'ai une réponse à donner, moi, elle est claire, c'est la jeunesse des deux côtés de la rive méditerranéenne qui vont apporter la réponse concrète. Très bien, merci. Monsieur Amellal, vous avez été au sein des réseaux diplomatiques. Au-delà du pacte pour la Méditerranée, quelle orientation devraient les pays de la région guider l'action collective dans les années à venir? Il faut se concentrer sur, en tout cas c'était notre mantra, et ça l'est toujours, il faut se concentrer sur les sujets d'intérêt commun. On met de côté les crises, les sujets politiques qui sont pas insolubles, en tout cas on espère qu'ils ne le soient pas, mais qui encore une fois dépassent le seul cadre de la Méditerranée et de ses instruments. Mais il y a des sujets qui sont des sujets euro-méditerranéens, qui ne posent pas de problème politique particulier, qui sont d'intérêt commun, au sens où ce ne sont pas des sujets asymétriques. Les pays de la rive sud, les pays de la rive nord peuvent s'entendre, non seulement sur le constat, mais également sur les solutions. Il n'y en a pas 50, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont très très importants, qui sont d'ailleurs au cœur du pacte pour la Méditerranée et qui font partie des sujets qui nourrissent les partenariats stratégiques dont j'ai déjà parlé. Un point important sur le plan financier qu'il faut que vous ayez en tête si vous vous intéressez aux partenariats euro-méditerranéens. Il n'y a pas 50 000 chiffres, mais il y en a un qui est important, c'est à la fois la répartition de l'enveloppe sur la politique de voisinage et l'importance du montant malgré tout. Parce que de même qu'il serait faux de dire que tout va très mal et que tout a échoué, il serait faux de dire l'inverse. Donc le chiffre que je vais vous donner est un chiffre intéressant et important parce qu'il traduit l'envergure des efforts pour le coup de l'Union européenne en direction des pays de la rive sud et orientale. Ce chiffre, c'est 13 milliards, entre 12 et 13 milliards. C'est les montants financiers, 13 milliards d'euros, engagés dans le cadre de la politique de voisinage, la politique européenne de voisinage, sur le flanc méridional. C'est 2/3 de ce que représente la politique de voisinage. Donc c'est important cet aspect-là. Et on s'est battu énormément, et on continuera, et la France continuera, pour maintenir la répartition qui prévaut 2/3, 1/3. 2/3 pour le partenariat méridional, pour la politique européenne de voisinage sur le flanc méridional, donc la Méditerranée, un partenariat européen, en gros, pour
simplifier, et un tiers, en réalité, un tiers, en quelque sorte, seulement pour le partenariat oriental. Alors évidemment, ça pousse énormément pour qu'on inverse cette répartition. Mais pour le moment, et c'est grâce à tous les efforts politiques, notamment des pays méditerranéens, dont la France bien sûr, la ventilation tient, la répartition tient. Donc la politique de l'Union en direction de la Méditerranée, c'est 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que c'est très significatif pour le coup. C'est le chiffre qu'il faut avoir en tête sur ce partenariat euro-méditerranéen. Donc, avec 13 milliards, on peut faire beaucoup de choses en réalité. Mais le but que nous devrions, et que nous essayons d'ailleurs de partager avec nos partenaires, parce que c'est une politique partenariale, hein, ça ne sert à rien de dire en européen on va faire, on voudrait faire, etc. Il faut que ce soit quelque chose de partagé. L'un des problèmes que nous avons, on l'a dit tous les deux, c'est l'asymétrie de cette politique. Donc il faut que nous nous concentrions à travers les partenariats de l'Union, mais aussi à travers les outils multilatéraux qui existent, et à travers en fait tous les instruments que nous avons, sur les quelques sujets d'intérêt commun. Il y en a 3 que j'évoque parce qu'ils sont majeurs, et tout le monde est d'accord, tous les Méditerranéens sont d'accord là-dessus. Premièrement, il a été dit en introduction, le numéro 1 parmi tous les numéros 1, c'est le changement climatique. La Méditerranée se réchauffe 20, un peu plus même, 20% plus rapidement que tout le reste de la planète. C'est Méditerranée en surchauffe. Il y a des études, on ne rentre pas dans les détails, mais de certains spécialistes qui parlent d'une Méditerranée mer morte d'ici 2050, c'est-à-dire demain. Mer morte, ça veut dire qu'il n'y a plus de biodiversité, etc., etc. Avec des effets collatéraux considérables sur le tourisme et des effets en chaîne. Des réactions en chaîne sur l'économie d'un certain nombre de pays qui dépendent massivement du tourisme, la Tunisie, le Maroc et d'autres, la France bien sûr, l'Italie et compagnie, donc la Grèce peut-être en premier lieu d'ailleurs. Donc il y a un problème là qui nous concerne absolument tous et sur lequel en réalité nous faisons très peu, hein, mais vraiment très peu. Et ça devrait concentrer franchement, peut-être la quasi-intégralité de nos ressources, tant le danger est imminent, et tant le constat et l'envie d'avancer est partagé. L'envie d'avancer ensemble est partagée, je serais peut-être un peu plus mesuré, mais enfin, en tout cas, c'est une problématique d'intérêt commun tout à fait évident. La réponse aux catastrophes naturelles. Au cours des 5 dernières années, on a eu un séisme gigantesque au Maroc, on a eu une catastrophe naturelle en Libye, la Turquie, les méga-feux tous les ans partout autour de la Méditerranée, à commencer par la France. Nous avons des catastrophes naturelles majeures, massives, et auxquelles nous pouvons apporter des réponses extrêmement concrètes en européen, en euro-méditerranéen. Alors, il y a le mécanisme européen de réponse aux catastrophes naturelles. Bon, il faut le partager, il faut l'élargir, il faut le développer, et tous les pays sont motivés. C'est extraordinaire, parce que j'ai participé à ça dans le cadre du mécanisme européen de réponse aux catastrophes naturelles et de son élargissement, parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Vous avez, quand il y a une catastrophe naturelle en Libye ou en Turquie, absolument toutes les forces disponibles de la protection civile qui sont en capacité de coopérer à un instant T. Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire des Israéliens avec des Tunisiens, avec des Libanais, avec des Turcs qui participent à des opérations humanitaires. Ce qui, sur un plan politique, est une hérésie. C'est-à-dire que, bon, on est à un point où, évidemment, il n'y a plus de discussion possible entre Israéliens et Arabes, d'ailleurs, dans le cas des enceintes multilatérales. Mais sur ces sujets-là, ça fonctionne. Il y en a plein d'autres qu'on peut évoquer. L'intelligence artificielle en Méditerranée, c'en est un autre, en fait. La question des data centers et de comment on fait pour connecter toute la Méditerranée, la question de la connectivité, des câbles sous-marins, tout ça, ce sont des trucs des objets extrêmement concrets sur lesquels il y a une volonté massive de coopérer et où les Européens, avec une puissance financière quand même non négligeable, et les Méditerranéens du Sud et de l'Est, sont en capacité de travailler
travailler ensemble, de développer des projets, même pas seulement des projets, des politiques communes, de faire œuvre commune. Donc il faut impérativement que, c'est très difficile de se débarrasser du champ de ruines que nous avons sous les yeux aujourd'hui, après Gaza, le Liban, etc. etc. C'est très 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 difficile. Mais enfin, il y a quand même, et je suis convaincu qu'on y reviendra à un moment ou à un autre, par-delà les outils, par-delà l'architecture institutionnelle, par-delà tout ça, nous avons en Méditerranée, encore une fois, si on considère que c'est un espace commun, des sujets qui requièrent des politiques communes, et tous les outils en réalité sont là, ou à peu près. Après on met des coups de boulon, de tournevis, de machin, pas que pour la Méditerranée, l'Union pour la Méditerranée, tout ça en réalité ce sont des outils technocratiques, institutionnels, technocratiques. Mais on a tous les outils pour parvenir à avancer et à reproduire, ou en tout cas renouveler, moderniser, matérialiser le partenariat euro-méditerranéen. Merci beaucoup. Et bien écoutez, je pense que c'est sur ces deux prises de parole, on peut résumer coopération et jeunesse, si je ne m'abuse, que l'on peut donc clôturer cet échange. Monsieur Amelal, Monsieur Bizel, merci beaucoup. Donc merci à vous qui êtes venus et à ceux qui nous regardent. Pour la suite, donc pour ceux qui sont là, nous organisons un cocktail sur le rooftop qui est donc accessible par l'ascenseur. Encore un grand merci à vous tous.